Ça fait du bien. Tu devrais essayer. Non, malheureusement, toi, tu retiens. Tu gardes tout à l'intérieur. Jusqu'au jour où ça déborde. Alors, tu craches ton venin sur le papier comme aujourd'hui. Bon, bel exercice de style. Dommage qu'il soit gâché par l'orthographe. Salope ne prend qu'un P, mon chéri. À la différence d'enveloppe, par exemple, qui en prend 2. Tes injures m'ont fait rire. Trop convenu, trop plaqué. On croirait un collage. On sent que tu t'es forcé. Quand ta main m'injurié, fais-le avec sincérité. Ne te cache pas derrière des mots passe-partout ramassés dans les toilettes du lycée. Penses-tu parce que tu m'as traité de salope que tu as réussi ton examen de passage? Que tu es devenu un homme? Que tu peux quitter la maison comme tu me l'annonces? Tu te trompes. C'est pas comme ça qu'on devient un homme. Ta souffrance mérite bien mieux que ces mots faciles. Vois-tu, je préfère encore lorsque tu me fais mal. Si tu m'aimais vraiment, m'écris-tu, tu ne serais pas aussi gentille avec moi. Tu saurais me traiter de petit con quand je le mérite. J'aurais tellement voulu que tu me traites de petit con comme si j'étais ton vrai fils. J'ai attendu, mais ça n'est jamais venu. Toujours ta gentillesse dégueulasse. Ça fait mal de lire ça, mais je comprends. Je regrette. Bon, effectivement, tu aurais parfois mérité que je te traite de petit con, mais j'aime pas le mot, ni l'intention. Ah, remarque, il n'est pas trop tard.
Je peux toujours essayer. À propos du vrai fils, notamment. Alors, comment appelles-tu une mère qui souffre lorsque son enfant souffre, qui a peur lorsqu'il s'éloigne, qui rugit quand on lui veut du mal? Une mère d'emprunt? Une mère de substitution? Et comment appelles-tu le fils de cette mère-là? Je te le demande, réponds, petit con! Bon, ben bravo, tu as réussi à me mettre en colère, à faire exploser ma gentillesse dégueulasse. Un peu plus loin, tu écris « C'est nul l'adoption, vous faites ça pour vous, les gosses, vous vous en foutez, de la marchandise que vous achetez. » Tu me déçois. Rien que des clichés. Heureusement que tu n'es pas tombé sur ce sujet-là au bac de français. Au fait, j'ai les résultats, tu veux les connaître? Tant mieux, tu serais déçu, tu as une bonne note. Bon, je trouve pour ma part que c'est une excellente nouvelle et je te félicite d'avoir osé choisir le sujet sur Voltaire. C'était courageux, mon fils. Ah, tu vois, moi, j'ai pas peur de t'appeler mon fils. Si de ton côté, tu ne désires plus m'appeler maman. Le madame sur l'enveloppe avec 2 P était de trop, petit con. Je l'ai tellement attendu, ce mot-là, maman. La première fois que tu me l'as dit, j'ai cru que... Excuse-moi, la réminiscence est si vive. On se trouvait dans la cuisine. L'endroit le plus bête, le plus banal. Enfin, pas sur une plage, je veux dire, pas devant les chutes du Niagara, non, dans la cuisine. Et tu sais ce que je faisais? J'épluchais des carottes pour toi, des carottes nouvelles. On était à la fin du printemps, un dimanche. Et soudain, dans la cuisine, à l'heure de midi, tandis que je plongeais les carottes dans l'eau pour... Jamais je n'oublierai cette image. Tu étais assis par terre, tu jouais avec le train bleu que t'avait offert ton grand-père. Et soudain, sans raison, tu as levé la tête, tu m'as souri et... Répète, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es parti d'un rire éclatant, comme si tu mesurais toute la portée de ton acte et tu as répété « Maman ». Je suis heureuse de ta réussite au bac, mais je trouve qu'elle pèse bien peu de poids face à ta souffrance. Je ne sais plus qui a dit, les enfants ont davantage besoin de conseils et de sympathie que d'instruction. Et je me demande bien de quel conseil et de quelle sympathie tu as manqué. Ceux de ton père, peut-être. Ce salaud dont tu parles dans ta lettre. Avoue que tu aurais pu choisir une autre épithète. Ça fait redite, non? Salaud, salope. Oui, bien sûr, il nous a quittés. Mais je ne crois pas qu'il mérite ton mépris. Oui, il a failli. Non, il n'a pas su faire face à ses responsabilités. Oui, il a manqué de courage. De couilles, comme tu dis. Quoique ces pauvres gonades n'aient pas toujours la propriété de grandir les hommes. Je crois surtout qu'il a manqué de souffle. Adopter un enfant est une telle épreuve. Il y a jeté toutes ses forces. Et par la suite, elles lui ont fait défaut. Son engagement nous a tout de même permis d'aller jusqu'au bout. Sans lui, j'y serais jamais parvenue. Ta présence ici, tu la dois autant à lui qu'à moi. Et même si tu clames aujourd'hui qu'on aurait dû te laisser là où tu étais, je veux que tu saches qu'il t'a désiré autant que moi. Car ton adoption est d'abord un acte d'amour. Et cet acte-là, je l'ai partagé avec ton père.
Tu veux t'en prendre à quelqu'un, tourne-toi plutôt vers l'administration. C'est elle qui a épuisé ton père. Elle qui l'a vidé de son amour pour nous à force d'exigences, de brimades. Et oui, un enfant doit être protégé, oui, la loi doit prévenir des abus, mais il ne s'agit pas de cela. On a l'impression qu'on veut nous faire payer notre stérilité, qu'elle doit être vécue comme un châtiment. Enfin, c'est du moins ce que j'ai ressenti, mais je crois ne pas être la seule. Pour résister à cela, il faut plus que de la force, il faut de l'abnégation. Être capable de s'oublier totalement, ne penser qu'à l'enfant. Alors tu vois, d'une certaine manière, oui, je réponds à tes accusations. Oui, bien sûr, ça commence par un besoin, la réponse à une frustration. Cet enfant, on le veut absolument, on est prêt à tout pour l'avoir, mais on ignore encore ce qui nous attend. On ne peut même pas l'imaginer. Si tu me reproches de ne t'avoir rien dit, mais je ne le pouvais pas. Si j'avais commencé, il m'aurait fallu tout te dire. Et certaines choses sont si intimes qu'il faut y être poussé pour les révéler, ne plus s'appartenir, être hors de soi. C'est la vertu de ta lettre, elle m'a mise hors de moi. Ta révolte, je m'y attendais, mais sa soudaineté, sa violence m'ont surprise. Car si je trouve tes injures risibles, certaines petites phrases m'ont littéralement assommée. Ah, celle-ci, par exemple. Quand tu venais me chercher à la sortie de l'école, j'étais malade de honte. Les autres savaient bien que tu n'étais pas ma mère, que tu ne pouvais pas être ma mère. Et plus tu cherchais à te distinguer, plus j'avais honte. Tu en faisais trop, on ne voyait que toi. Pendant des années, j'ai vécu un cauchemar. J'aurais préféré que tu sois morte, que tu n'existes pas. Après tout, tu aurais aussi bien pu ne jamais exister pour moi. Qu'est-ce qu'on a en commun à part le hasard ? Quand j'ai lu ça toute seule dans la cuisine, j'ai pleuré. Pas de détresse, de rage. D'apprendre qu'on angoissait pour les mêmes raisons sans avoir jamais osé en parler. Et moi aussi, j'appréhendais la sortie de l'école. Parfois, je passais une demi-heure devant le miroir à faire des essayages. J'avais toujours peur de ne pas être assez bien pour toi, pour les autres. Je me rappelle un jour, j'avais acheté un béret. Orange, il était. Je voulais te faire la surprise. J'ai bien dû l'enfiler et le retirer 100 fois. Il s'accordait avec rien. Mais je voulais à tout prix le porter. J'étais sûre que ça te ferait plaisir. Alors je prenais des pauses devant la glace comme une collégienne. J'essayais toutes les combinaisons possibles. Je me demandais si je devais laisser tomber les cheveux, les relever, faire disparaître la mèche sous le béret, au contraire la mettre en évidence. Bon, finalement, j'avais opté pour une robe bleu marine. En me regardant une dernière fois dans le rétroviseur de la voiture, j'avais compris que ce n'était pas le bon choix. Bon, trop tard. Plusieurs mères m'avaient déjà repérée et j'allais devoir les affronter. Ça n'a pas manqué. Il est joli ton béret. Avec un large sourire. Tu trouves ? Avais-je répondu. Ouais, je savais très bien que ce sourire trop large dissimulait les plus insultantes moqueries. Mais j'avais une image à défendre. Celle de la mère irréprochable dont j'avais choisi d'endosser le rôle. Avenante, moderne, détendue. Tu parles. Je crevais de trouille sous mon béret. Pourtant, je te jure que je n'aurais cédé ma place pour rien au monde. J'avais désespéré si longtemps de connaître un jour ce bonheur-là, attendre un enfant à la sortie de l'école. Les autres mères ne peuvent imaginer. Pour elles, il s'agit d'une chose banale, naturelle, le cours normal de la vie. L'enfant vient au monde, il fait ses premiers pas, il entre à l'école. Tout à l'heure, lorsque j'ai évoqué la première fois où tu m'as appelée maman, je ne t'ai pas tout dit. Enfin, pas osé. Jusqu'à ce que tu prononces clairement le mot,
j'ai douté que tu puisses le prononcer. Une peur idiote qui me faisait venir les pensées les plus folles. Et si le mot maman ne s'adressait qu'aux mères qui ont véritablement porté leur enfant? Et si pour les autres, ils restaient coincés dans la gorge du malheureux enfant sans jamais pouvoir sortir? Non mais tu vois la folie? Pourtant, je crois qu'on ne peut y échapper. Autant l'adoption est une opportunité de bonheur, autant elle est un chemin d'angoisse. À tout moment, il nous faut réinventer le naturel et rien ni personne ne nous y a préparés. Comment concilier la réalité du sentiment que j'ai pour toi et le fait que tu ne proviennes pas de ma chair? Ai-je les mêmes droits qu'une autre mère? À commencer par celui de te prendre dans mes bras. Je continue de m'interroger. Ou à la limite, y en a-t-il une? Puis-je, par exemple, avec la même simplicité qu'une autre mère, me tenir nue devant toi dans la salle de bain? En ai-je le droit? À quelle morale me référer? La mienne, personnelle, sincère? Ou celle d'une société qui m'a octroyé un agrément, un permis d'adoption? Ceci pour te dire l'importance que le mot maman revêtait pour moi. En le prononçant, tu m'admettais comme étant compatible avec toi. Tu me reconnaissais. Tu me choisissais comme je t'avais choisi et tu faisais de moi une mère authentique. Que tu prétendes maintenant que tu n'as rien choisi, que la relation est à sens unique, qu'il y a plus de la posture que du propos sensé. C'est de la même veine que cette réflexion dénuée de sens que se transmettent de génération en génération les adolescents. Je n'ai pas choisi de venir au monde. Mais tiens, ça ferait un beau sujet, ça, pour le bac de français. Commenter ce propos, je n'ai pas choisi de venir au monde. J'ai tort de dire qu'il est dénué de sens, au contraire, il ouvre sur des abîmes de réflexion. Il nous amène à la vraie question, celle qui préoccupe chacun d'entre nous. Ai-je été désirée? A-t-on souhaité que je vienne au monde? Sinon, qu'ai-je à faire ici? Qu'ai-je à faire sur cette terre si je n'y étais pas attendue et si personne ne m'a reconnue? Quel sens a mon existence si elle n'est pas justifiée par le désir que je sois là? Je crois que la manière d'entrevoir la vie n'est pas la même selon qu'on a été désiré ou non. À ceux qui ont été désirés, attendus, appelés en quelque sorte, la vie apparaît comme une évidence, la juste réponse à cet appel. Nul besoin pour eux de chercher un sens à la vie, ils sont dans le sens. Nul besoin pour eux de quêter un Dieu à l'extérieur, ils le portent dans le cœur. Au contraire, ceux qui n'ont pas été reconnus à la naissance passent leur vie à courir après la reconnaissance, à chercher une justification à leur existence. Alors pour les uns, la vie est une célébration et pour les autres, une fuite. Je pense à Marilyn Monroe, ce besoin effréné de reconnaissance. Elle aurait fait n'importe quoi pour qu'on la remarque, c'était jamais assez. Il fallait que tout le monde l'admire, tous les hommes. Et un jour, pendant la guerre de Corée, elle s'était produite devant 100 000 soldats, les provoquant de son corps, de son regard, sa bouche. Toute cette comédie pour conquérir un seul homme, son père, qu'il n'avait jamais prise dans ses bras, jamais assise sur ses genoux comme chaque petite fille en a le désir, jamais reconnue. Ceci pour te dire, si tu devais en douter, que tu as été appelé, attendu, reconnu, même si je n'ai pu te concevoir. Ce qui demeurera pour moi jamais un mystère. Pourquoi l'enfant naturel m'a-t-il été refusé? Ou du moins, pourquoi a-t-il refusé de venir par mon canal?
Je me suis posé 1000 fois la question. Qu'ai-je fait ou négligé de faire pour qu'il se dérobe? Au début, on ignorait qui de ton père ou de moi. D'ailleurs, on s'en était même pas préoccupé. On dit que les premières tentatives sont souvent infructueuses. Et puis, avec le temps, le doute s'était immiscé. On avait décidé de consulter plusieurs médecins, les avis étant partagés. On avait parlé d'une légère déficience au sujet de ton père. Une petite opération et tout rentrera dans l'ordre, avait prétendu l'un d'eux. Surtout pas! S'était exclamé un autre. Il ne s'agit pas de monsieur. De quoi nous rassurer et nous éclairer. Et puis la famille s'en était mêlée. Je ne savais pas qu'elle comptait autant de spécialistes. Et chacun avait son avis, chaque docteur. J'étais impressionnée par leur savoir, à croire qu'ils étaient tous abonnés à Science et Vie. Ah, mais tout ça, c'est psychologique, t'es bloqué dans ta tête, avait tranché un cousin. Et celui-là, il n'imaginait même pas que le problème pût venir de ton père. Mais n'était-ce pas le sentiment général? Ces histoires-là ne proviennent-elles pas d'abord des femmes? Au résultat, on s'était fâché avec la famille. On avait mis de la distance entre elle et nous. C'était mieux ainsi, sans témoin. On avait continué à y croire, à rechercher des solutions. Et là, si tu ne peux imaginer, la stérilité est un monde en soi, une planète autour de laquelle gravitent toutes les espèces de parasites. Leur point commun, l'argent. Leur but, de détrousser. Ils savent que tu es prêt à tout pour avoir un enfant. Alors ils te font payer ton désir au prix fort. De dresser un compte-rendu de nos examens et entrevues serait fastidieux. De nos humiliations aussi. On comprend vite que la stérilité est toujours perçue comme une tare. Bon, les attitudes et les regards ne trompent pas. Le plus terrible restant la condescendance. C'est ce miel qu'on déverse sur toi et qui colle jusqu'au fond de tes trompes. À toutes ces bonnes âmes avec leurs remèdes miracles, du dernier généticien à la mode, aux charlatans garantis infaillibles, estampillés par les amis de la maternité. Celui-là, il n'y était pas les de main morte. Un Notre Père les matins, un à midi et un les soirs. Et toutes les 2 heures, une tisane décuissée de grenouilles macérée dans la cannelle. Véridique, je te jure. Un autre nous avait conseillé de faire l'amour 5 fois par jour pendant 1 mois. Au bout d'1 semaine, ton père était crevé. Bien sûr, ça te paraît nul, de sacrés couillons. Bon, je te rassure, les Notre Père et les grenouilles, on n'a pas essayé. L'amour à répétition, si, c'est pas le plus désagréable. Quoique cette cadence, ça s'apparente davantage à on achève bien les chevaux qu'à une partie de plaisir. L'ironie, c'est que ce traitement éminemment scientifique nous avait été prescrit par une sommité médicale. Et puis on avait parlé de la procréation assistée. Ensuite, on a flirté avec les banques du sperme. Inénarrable séance de dépôt par ton père de ses précieuses gamètes. En liquide, bien entendu. Je me demande si elles sont encore actives et si quelqu'un est susceptible d'en percevoir les droits. J'ai l'exemple d'un collègue actuellement en procès avec sa première femme parce qu'elle a refusé de lui faire savoir qu'elle était enceinte de lui. Enfin, de ses spermatozoïdes déposés 3 ans plus tôt dans une banque suisse. Ouais, je dis tout ça en rigolant, mais ne t'y trompe pas, j'ai les boules. Chaque fois que je me remémore cette période, elles reviennent. Ces 2 excroissances qui poussent comme des champignons sur les reins. Tu peux vérifier si tu veux, c'est pas un délire. Viens vérifier, je te dis, puisque tu veux tout savoir. Tu m'emmerdes à la fin avec ton silence. Tu m'emmerdes avec cette règle imbécile que tu m'imposes, ne pas franchir cette ligne, ne pas m'approcher de toi. Tu m'emmerdes avec ton regard étranger, petit con.
si tu crois que je vais continuer à faire les 100 pas comme un animal en cage. Cette absurdité, ça me fait penser à un livre de Buzzati, Le désert des Tartares. Ces soldats qui montent la garde sur les remparts d'un fort dans le désert, dans l'attente d'un ennemi qui ne vient pas. Mais moi, c'est pas un ennemi que j'attends, c'est mon fils. L'adoption, on n'avait pas voulu y penser. C'eût été admettre notre incapacité à procréer. On n'était pas prêt à faire ce constat. Celui qui n'a jamais été confronté à cette situation ne peut comprendre. Tout dans la nature atteste de la reproduction des espèces. Se sentir exclu? Comment te dire? D'un côté, je me sentais victime d'une énorme injustice. Et de l'autre, je me sentais coupable. À tel point que j'en étais venue à perdre tout respect pour moi-même. À me considérer comme infra-humaine. Une sous-espèce stérile destinée à disparaître sans laisser de traces. La branche morte d'un arbre par ailleurs bien vivant. Un membre inutile, n'apportant rien à sa famille, rien à la communauté. J'étais tellement obnubilée par mon problème que tout m'y ramenait. La simple vue d'une fleur, ses étamines, son pistil, les bêtes qui s'accouplent dans les pâtures. Avant, je les avais jamais remarquées. Et toutes ces femmes enceintes poussant leur ventre devant elles, fières, béates, arrogantes, jamais elles n'avaient été aussi nombreuses. Et les gosses, il y en avait partout. J'avais beau éviter les plages, les squares, les piscines, tous les endroits où ils s'agglutinent. Je ne pouvais pas faire 3 pas sans buter dans un gamin hilar. Et les landaux? Ah, les landaux, c'est toute l'histoire de la maternité ramassée dans cet attelage. La mère qui se penche, l'échange de sourires. On détourne le regard pour ne pas voir, mais le film, il se déroule tout seul dans la tête. Je rentrais à la maison exténuée. Un soir, en voyant 2 insectes s'accoupler sur la table devant moi, je les avais écrasés de manière hystérique, je devenais folle. Et je pouvais en parler à personne. Tu me vois raconter ces choses-là. Même à ton père, j'aurais pas pu, la honte. Et puis il était hors de question que je m'adresse à un médecin ou à un psy. J'en avais trop vu, je pouvais plus les voir. Je voulais surtout pas m'entendre dire « Allons, madame, faut vous ressaisir, c'est pas si grave. » Ou alors « Vous n'êtes pas la seule, vous savez. C'est une réaction normale. » Normale? Mon cul! Vas-tu réagir? Je te croyais fossilisée. Eh bien oui, je peux aussi m'exprimer ainsi, sortir de mon rôle de mère idéale. Après tout, je ne suis pas ta génitrice, juste une mère de remplacement qui n'a pas pu avoir de gosse, comme tu le soulignes avec tant de délicatesse. Remarque, tu n'as pas tort. Il est certain que si j'avais pu en avoir, je ne t'aurais pas adoptée. Je comprends que tu me le reproches, que tu prétendes que tu es la faute de mieux. Il y a seulement un détail que tu oublies. 2 petits mots que je brûle de te dire. Je t'aime. Tu peux bien écrire ce que tu veux, m'injurier, m'humilier. Cette réalité-là, rien ne pourra la changer. Ces 2 petits mots sont plus forts que toutes les prétentions à la maternité que j'ai pu avoir. Ils ont fondé notre relation et rien ne pourra en altérer la force.
Mais puisque tu veux tout savoir, allons jusqu'au bout. Tout cet arsenal médical n'était pas fait pour moi. J'en avais marre d'écarter les cuisses pour faire progresser la science. Oui, ça peut te choquer que je te parle ainsi, mais j'ai besoin de le dire, je l'ai gardé trop longtemps. Il m'en demeure un stress que je n'ai jamais pu évacuer. Sur cette table, je me sentais comme un rat de laboratoire. C'est pour vous, madame, qu'on fait tout ça, c'est pas pour nous, m'avait-on répondu une fois que j'essayais d'exprimer mon mal-être. Toutes ces manipulations, ce caractère artificiel de la procréation, je les ressentais comme une atteinte à mon intégrité de femme. Je ne niais pas les bienfaits du progrès, simplement ils ne répondaient pas à ma vision de l'enfantement. C'est alors que nous avons choisi de nous tourner vers l'adoption. Autant accueillir une vie en attente plutôt que de la fabriquer comme un objet manufacturé, avais-je pensé. Alors certes, une telle réflexion est blasphématoire envers la science et injuste à l'égard de ceux qui font ce choix, mais il correspondait au sentiment profond de la mère que je souhaitais devenir. Dès lors, je ne considérais plus l'adoption comme l'ultime recours, mais comme une autre façon d'envisager la maternité. Je ne savais pas que ce nouveau rêve allait nous entraîner dans une aventure digne de la découverte de l'Amérique. Oh, j'exagère pas. Avant de te rencontrer, nous avons parcouru plus de pays, plus de miles, plus de kilomètres marins, comme tu voudras, que chacun des vaisseaux de la flotte de Christophe Colomb, et connu autant de pays et de péripéties. Rien que d'y penser, j'ai les jambes qui flageolent et mes boules se remettent à pousser. Des colons, écris-tu, des impérialistes qui volent les enfants des pays pauvres comme ils ont volé leurs richesses. Où es-tu allé chercher ce mot impérialiste? Il y a longtemps que plus personne ne l'emploie. On peut voir les choses ainsi, effectivement, considérer que l'adoption est un luxe, un privilège de riche. Quant à l'assimiler au pillage et à l'esclavage, puisque tu n'hésites pas à la qualifier d'esclavage moderne, on s'est peut-être allé un peu loin, non? Je te cite. Des gosses qu'on utilise pour combler un manque affectif. Des sujets de compagnie éternellement redevables à leur maître. Bel exercice de style, je confirme. Ah, dommage que tu aies lu Voltaire de travers. Ouais. Je comprends ta révolte, mais de ton côté, tu comprendras que ces calomnies me blessent, qu'elles m'amènent à réagir. Si tu penses réellement ce que tu as écrit, si tu considères que je t'ai traité ainsi, eh bien, effectivement, tu peux partir, mais cette fois, c'est moi qui te le demande. Je t'affranchis, pars! Bon, dois-je considérer, puisque tu ne bouges pas, que tu t'es laissé emporter par le lyrisme? Et oui, il y a des tractations, de l'argent qui circule. La détresse et la misère ont toujours attiré les voyous. Ah, on nous l'a proposé. 5 000 $ pour une fille, 10 000 pour un garçon, payable en 2 fois, 1/3 à la commande, 2/3 à la livraison. Un marché sordide. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas si longtemps qu'on considère les enfants comme des personnes et qu'on leur attribue des droits. À la suite de cette proposition malhonnête, je m'étais demandé si les prétendants à l'adoption ne sont pas répertoriés dans des fichiers mafieux. Il se passe tellement de choses autour de l'adoption, on pourrait vite devenir paranoïaque. J'avais l'impression de vivre dans une réalité parallèle. Un monde étranger et secret dont je ne comprenais pas les règles. Rien qui soit ferme, rien sur quoi on puisse compter, tout était fuyant. Les mêmes interrogations revenaient en boucle. À qui s'adresser? Comment s'y prendre? Qui croire? Inimaginable le nombre d'informations fausses qui circulaient. Nous étions perdus, déboussolés, de pauvres maîtres incapables de trouver le marché aux esclaves. Oui, je sais, j'aurais pu éviter d'y revenir, mais ton allégation est grave, elle mérite qu'on s'y arrête. Contrairement à ce que tu laisses entendre, l'adoption n'est pas une affaire de système, mais de personnes. Une aventure humaine unique. La seule monnaie d'échange est l'amour.
Et les abus existent. Dans tout domaine, il y a des prédateurs. Mais on peut condamner un ensemble sur des dérives particulières et échafauder, comme tu le fais, des théories fallacieuses. Je pourrais même aller plus loin. Dire que l'adoption est un modèle de compréhension mutuelle universelle. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, je t'aime parce que tu es vivant. Au-delà d'une remise en cause de l'adoption, je crois que ton malaise s'apparente à celui de tout adolescent qui s'interroge sur le sens de la vie, sur ses origines, sa relation aux autres, qui s'émeut de constater que les adultes ne sont pas à la hauteur de l'idée qu'ils s'en faisaient. Ils cherchent des modèles, des repères et ils tombent sur des planches pourries. C'est toi qui l'écris. Que te répondre ? Sinon, te recommander de ne pas reproduire ces comportements que tu condamnes aujourd'hui. T'inviter à vivre selon ton cœur, en accord avec la vérité profonde qui t'anime. Ces planches pourries dont tu parles au sujet des adultes sont en réalité des êtres qui souffrent, des enfants mal aimés pour la plupart. L'amour est la vraie révolution à venir. On découvrira bientôt qu'il constitue la force la plus puissante de l'univers. D'ailleurs, on ne peut comprendre la vie si on ne s'applique d'abord à l'aimer. Ah, ça, je l'ai compris sur le tard grâce à toi. Quelle chance j'ai eue de te rencontrer. Pourtant, les choses étaient mal engagées entre nous. Notre premier contact avec l'administration a été catastrophique. Ah, tout de suite, on nous a mis sur la sellette. Sur le grill, serait-il plus juste de dire. Ça m'avait rappelé un mauvais souvenir. Cette fois où j'avais trouvé un portefeuille et, très fière de mon comportement de jeune citoyenne, l'avais rapporté au commissariat. Ratatiné ma fierté. À peine avais-je remis l'objet qu'on nous avait bombardé de questions, me considérant immédiatement comme suspecte. J'avais à peu près ton âge. Et je m'étais sentie salie, trompée. Je ne comprenais pas l'attitude de cet homme devant qui je m'étais présentée en toute confiance. L'offense faite à mon honnêteté. J'avais retrouvé la même attitude dans les bureaux des services sociaux. L'arrogance de celui à qui on a donné un pouvoir. Difficile à la suite d'aborder sereinement l'adoption. On est déjà tellement enclin à se considérer soi-même comme coupable. Mais de quoi, grand Dieu, jurait ma grand-mère. Je ne sais pas, ça reste à déterminer. Ne pourrais-tu pas faire un effort, me regarder au moins? Si tu crois que c'est facile de parler à un mur, j'ai l'impression d'être au théâtre, de faire l'actrice, de m'adresser au public. Et parle-moi, bon Dieu! Ah, c'était leur truc, ça. Jamais t'adresser la parole, jamais te regarder en face. Le nez dans le dossier, toujours. Ne pas montrer un sentiment, surtout. Ne pas nous approcher non plus, des fois qu'on soit contagieux, que la stérilité se transmette. Oh, puis parfois, on tombait sur la perle rare. Quelqu'un qui osait laisser parler son cœur et qui rachetait tous les autres. Oh, celle-là, celui-là, j'aimerais pouvoir dire ma reconnaissance, mon respect. Entre deux dossiers, on courait le monde, au gré des indicateurs. Expérience douloureuse des orphelinats, attente, échec, incompatibilité des législations, nouvelle attente. On y passait toutes nos ressources. J'ai dû changer de travail plusieurs fois, trop d'absence. Toute notre vie était organisée autour de l'événement. Avec ton père, on ne parlait plus de rien d'autre. On ne sortait plus, on évitait les amis. Enfin, ou alors c'était eux qui nous évitaient. Il faut dire qu'on ne reflétait pas la joie. Quant à notre conversation, elle était devenue si restreinte que,
adoption à tous les repas, ça finit par lasser, hein, même les meilleures volontés. Mais qu'est-ce qu'ils nous font chier avec leurs problèmes de ventre plat? Alors ça, je me l'étais ramassé en laissant traîner une oreille. Ventre plat. Avant, je n'avais jamais entendu l'expression. Enfin, en dehors des publicités pour les régimes amaigrissants, bien entendu. Très prisé le ventre plat à l'approche de l'été. Bah tiens, pourquoi ne pas inventer un nouveau régime? Devenez stérile en 3 semaines, sans vous priver de pâtisserie, ventre plat garanti toute la vie. Là, sur le coup, ça ne m'avait pas fait rire. Puis une fois de plus, impossible d'en parler. On ne partage pas l'humiliation. On reprend sa voiture et on se tait. Puis on se retourne pendant des heures sur l'oreiller, sans même pouvoir lâcher ses pleurs, de crainte qu'il réveille l'autre. Oh, tu permets, j'ai besoin d'un verre d'eau. Depuis le temps que je parle. Et puis j'aimerais te faire écouter quelque chose. Un morceau que je viens de découvrir et qui m'a émue. Si tu veux venir me rejoindre à la cuisine, ne te gêne pas. Finalement, j'ai préféré la bière. Là-bas, tout se traite autour d'une bière. Avant, j'en buvais pas, mais maintenant, j'aime bien de temps en temps l'été. C'est différent là-bas, nous avait-on dit. Ton père n'était déjà plus le même. Il avait peu à peu perdu son enthousiasme. Toutes ces confrontations avec l'administration l'avaient usé, davantage que la déception et l'attente.
Ils ne comprenaient pas que notre élan soit brisé par le rigorisme de systèmes qu'ils jugeaient ineptes. Je crois que les femmes sont plus endurantes, plus résistantes. Elles ne perdent pas la vision du but. D'accord, je veux bien qu'on essaye encore une fois, avait-il concédé. De nouveau, j'avais dû abandonner mon travail. On avait prévenu qu'il fallait d'abord faire des repérages, prendre son temps, alors j'étais repartie seule, laissant à ton père la charge d'assurer l'intendance. On avait bien besoin de son salaire. La température au sol est de 30 degrés centigrades, avait annoncé le steward, ou le pilote, je ne sais pas. Je ne sais pas qui fait les annonces dans les avions. Quelques heures plus tôt, sur l'aire de départ, le thermomètre affichait -7. Drôle d'impression, cette moiteur étouffante. Et la pluie qui te gifle la peau et le soleil qui te cuit tout de suite la peau. Hormis l'orage, personne ne m'attend. Oh si, 2 jeunes filles, jolies, rayonnantes. Elles passent des couliers de fleurs au cou des arrivants. Je sais qu'elles ne sont pas venues d'elles-mêmes comme autrefois, que l'office de tourisme y est pour quelque chose, mais tout de même, l'attention me va droit au cœur. Imagine-t-on pareil accueil dans l'autre sens? Un peu en retrait, un groupe de musiciens joue la sérénade. Ce pays me plaît d'emblée, qui nous prend tout de suite par les sens. Dommage que tu n'aies pas été fichu de m'y emmener. Tu as parlé? Non, tu l'as écrit. Oui, c'est ça, tu l'as écrit. Je ne sais même pas d'où je viens, as-tu ajouté. Ouais, tu as raison. J'étais incapable de trouver les moyens de t'y emmener. Ou alors j'ai fait les mauvais choix. Après que ton père soit parti, la vie n'a pas été facile. J'ai dû entreprendre une formation, trouver du travail dans une nouvelle branche. Alors bien sûr, il nous aidait financièrement, mais j'étais obsédée par l'idée que tu ne manques de rien, ou plutôt que tu es tout. En premier lieu, j'avais pris un appartement dans un quartier résidentiel 3 fois trop grand pour nous. J'y passais tout mon salaire. C'était une idiotie, mais j'avais besoin de cette image de notabilité, de cette façade. Ah, tu m'avais débarrassée de mes complexes de femme stérile, mais je les avais remplacés par ceux de mère qui a tout approuvé, qui a des comptes à rendre, de mère à l'essai en quelque sorte. J'avais pas le droit de décevoir. Et dans mon esprit, l'éclatement du couple était déjà un manquement, une trahison. Je me devais de compenser par une attitude exemplaire. Je me tuais au travail pour avoir toujours le dernier modèle de voiture, les vêtements à la mode, sans savoir que leur principal effet était d'alimenter ta honte. Je voulais pas qu'on puisse dire à mon propos « Ouais, bravo, on prétend tirer les gosses de la misère et on n'arrive pas à les élever correctement. » Ouais, mais je savais que tout cela était factice. Mais quand ton enfant ne provient pas de ta chair et que de plus il se distingue de toi par la couleur de sa peau, si tu es condamné à mettre 2 fois plus d'énergie à le défendre, parce qu'il y a tout le temps un soupçon qui pèse sur lui, tu es bien placé pour le savoir. Mon apparence me servait de carapace, de bouclier. Parfois, je sentais bien que le simple fait de dire « mon fils » en te désignant interrogeait ou dérangeait. Une mère adoptive est toujours à l'affût des réflexions, des réactions des gens, angoissée à l'idée qu'on mette en doute sa légitimité. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison, ton fils. Et de quel droit? Par l'effet de quelle mystérieuse conception? Alors on en rajoute, comme tu dis. On l'appelle mon fils à tout bout de champ, ou alors on s'en abstient totalement, on l'appelle par son prénom, en espérant qu'il ne soit pas trop exotique. Oui, mais c'est pas comme avec les chats, on ne peut pas le renommer. Mais ça aussi, je l'avais entendu. Expliquez-moi, je ne comprends pas très bien comment ça se passe. On va à l'orphelinat et on choisit le plus beau, c'est ça? Un peu comme avec une portée de chat? L'attaché de l'ambassade ne se trompait pas, l'adoption est un sport de riche. J'avais trouvé sa réflexion affreuse. J'aime pas les cyniques. Enfin, c'était tout le contraire.
un homme généreux qui avait lui-même adopté 3 enfants de 3 couleurs différentes. Un défi à la mesure du siècle à venir, disait-il. Il nous faudra bien finir par admettre qu'elles appartiennent toutes à la même palette. Par cette réflexion malheureuse sur l'adoption, il avait juste voulu dire qu'il faut pouvoir faire taire les imbéciles. Et que dans un monde où tout n'est qu'apparence, l'aisance matérielle et la position sociale sont les meilleurs atouts. Je ne le suivrai plus sur ce terrain-là. Par chance, grâce à toi, j'ai pu m'élever au-dessus de ces considérations. La seule angoisse qu'il me reste, que ta lettre a réveillée, porte sur ton sentiment à toi. Et lui, m'a-t-il adopté? C'est la question que je n'ai cessé de me poser, qui n'a cessé de me hanter. Mais ne concerne-t-elle pas tous les parents, adoptifs ou non? N'avons-nous pas tous besoin d'être adoptés par nos enfants? Ton père avait raison, la bière est bien meilleure quand on la boit à la bouteille. Oh, j'ai marché sur ta ligne. Est-ce que tu vas me compter une faute de pied comme au tennis? Cette situation est ridicule. On ne va pas rester là pendant des jours à... Non mais d'accord, je t'ai pas assez parlé, mais reconnais que de ton côté, tu m'y as guère aidé. Et puis n'est-ce pas la même chose pour tout le monde? On vit les uns à côté des autres, mais on ne se dit rien, à part tes platitudes. Rien sur nos vies intimes, sur ce qui fait de nous des êtres sensibles. Chacun est pris par ses occupations et au moment où on voudrait ouvrir la bouche, la télévision nous la ferme. J'ai l'impression que plus les moyens de communication sont sophistiqués, plus nos existences sont vides. On téléphone 100 fois par jour, dans toutes les directions, à n'importe quel sujet, et on ignore tout de la personne à côté de laquelle on vit. Ça en devient pathologique, ce besoin d'avoir toujours le téléphone à la bouche. Tu sais à quoi ça me fait penser? À la tétine. Comme si tous les accros du portable recherchaient inconsciemment à travers lui le sein de leur mère. Ah, ça, c'est mon grand regret. À défaut de n'avoir pu te porter, n'avoir pu au moins t'allaiter, profiter de cette relation privilégiée qui unit l'enfant à la mère. Malheureusement, l'un ne va pas sans l'autre. La première fois, je suis restée 3 mois sous les tropiques. Le temps de découvrir le pays, de faire des rencontres, m'imprégner de l'esprit des êtres, des lieux. J'étais impressionnée par la beauté de l'archipel. C'est l'unité de l'ensemble et la singularité de chaque île, chaque atoll. J'ai eu la chance d'en visiter plusieurs, des amitiés louées là-bas. Il est banal de dire que les paysages sont fantastiques. La rencontre entre l'océan et la montagne déchiquetée et fracassante. On se sent à la fois écrasé et rassuré par tant de force, de majesté. Et puis la lumière, la variété des couleurs sur l'océan, la gamme infinie des bleus. J'ai passé des heures, des journées dans l'eau. Un besoin, un appel. Besoin de cet élément vital, de m'y régénérer. Je sentais qu'il me fécondait, me préparait à attendre l'enfant conçu et porté par une autre. Je suis rentrée et j'ai attendu, sans manifester la moindre impatience. J'avais besoin d'accomplir ma propre gestation. Là-bas, nous avions conclu un pacte, une famille en difficulté. Il ne s'agissait pas d'abandon, mais de don. Une tradition séculaire qui a d'abord touché la famille et les proches avant de s'élargir aux étrangers. L'enfant qu'on ne pouvait élever, on l'offrait à des gens de confiance en leur recommandant de veiller sur lui. Cette tradition a pour nom Fa'amu,
l'enfant adoptif, celui qu'on remet aux parents nourriciers. Ça a été pour moi une leçon extraordinaire. Je trouve qu'un peuple qui choisit d'offrir ses enfants plutôt que de les abandonner est un beau peuple. Je t'avais déjà raconté tout cela, mais tu n'avais pas semblé t'y intéresser. Sans doute étais-tu trop petit. Sans doute n'ai-je pas assez insisté. On ne sait jamais comment faire. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut taire. Elle est toujours partagée entre la peur et la sincérité. Facile à ceux qui ne sont pas directement concernés de dire qu'il ne faut rien cacher, que la vérité est la seule voie. Mais de quelle vérité parle-t-on? Lorsque je suis revenue quelques mois plus tard, accompagnée de ton père, tu nous attendais depuis 6 jours. Oh, pas un mauvais calcul, juste les impondérables. Et puis, quelle importance! On aurait eu 20, 100, c'était la même chose. Tu avais toute la vie devant toi. Je me souviens de cette maison au bord de l'océan. Les poules dans la cour, les chiens, l'ombre du cocotier, les cris des enfants mêlés au bruit du ressac. La grand-mère sur le pas de la porte. C'est elle qui règle la cérémonie, la passation de maternité. Elle nous accueille avec un large sourire. Son visage est lumineux, solaire. Elle nous fait entrer dans l'unique pièce de la maison. Tu dors sur les genoux de ta mère, ta première mère, ta mère biologique. J'arrive pas à dire ce mot. Il me reste toujours coincé en travers de la gorge. Tellement impersonnel, médical. Enfin, ce qu'on doit toujours tout définir par rapport à la science. La passation est faite. Tu es dans mes bras. Je tremble de la tête aux pieds. Ton fils, me dit la grand-mère. C'est ton enfant. Il est à toi, à vous. Ma fille vous l'offre. Elle est consentante. Elle a confiance. Il ne faut pas avoir peur, ma petite dame. Il ne faut pas pleurer. C'est un grand jour pour toi et pour l'enfant. Regarde comme il est beau. Tu vois, il se réveille. Bientôt, il te sourira. Il sait déjà que tu es sa mère, sa nouvelle mère, sa mère du cœur. Les enfants comprennent tout. Il ne vient pas de ton ventre, mais il sait Il sait que pendant tous ces mois, tu as pensé à lui, que tu l'as senti vivre comme si tu le portais. Allez, donne-le-moi, que je le remette au papa. Il faut maintenant que tu embrasses ma fille, que tu la remercies, comme une sœur. Sois sûr que tu ne lui prends rien. Elle a d'autres enfants. C'est un don qu'elle te fait. Un pacte d'amour entre vous. Elle a vraiment dit tout ça. Peut-être un peu plus. Enfin, c'est ce que j'ai retenu. J'étais tellement émue qu'une de mes larmes est tombée sur ton front. Quelle dignité chez ces femmes, quelle simplicité. On va boire maintenant, a dit la grand-mère. Elle a ouvert une bière, me l'a tendue et « La vie continue !» a-t-elle lancé en éclatant de rire. Et elle avait raison.
Autour de nous, les enfants continuaient de crier, les poules de picorer, les chiens d'aboyer, l'océan de récurer la plage. Ton père est parti au bout de 2 années de vie familiale. Un séjour bien trop court, mais 2 années qu'il a passées à te chérir. Au lieu de nous renforcer toutes ces épreuves que nous avions dû affronter, avait entravé notre complicité. On ne se touchait plus. Nos sens étaient devenus secs. Ton père n'avait plus le goût de moi. Est-ce qu'on peut continuer ainsi? Je lui avais proposé de patienter, un cap à passer peut-être. De la patience? Je n'en ai plus, j'ai tout donné. Avait-il répondu? Je n'avais pas voulu argumenter. Lui rappeler qu'il avait pris un engagement, mais il le savait. Le même engagement qu'un autre père, ni plus ni moins. La responsabilité devenait juste un peu plus lourde pour moi, mais ça ne me faisait pas peur. Ta présence décuplait mes forces. Et j'avais découvert à ton contact que ma fibre maternelle était une bonne texture, en dépit des sottises qu'on raconte, à savoir qu'une mère ne peut aimer véritablement un enfant qu'elle n'a pas porté. Mais en la matière, il n'existe pas de règles. Dernièrement, une mère naturelle m'a avoué qu'elle n'avait jamais rien ressenti pour son enfant. Rien d'intime, de charnel, qu'elle avait dû faire beaucoup d'efforts pour l'aimer. Je crois que je n'ai pas été une bonne mère, aujourd'hui ça m'empoisonne. Mais je l'ai rassurée. On a trop tendance à croire que l'amour est un don absolu. Moi, je le comparerais volontiers à l'art. Une part de don, 3 parts d'effort. Après, je te l'ai raconté. J'ai dû me débrouiller. J'ai composé avec les aléas de la vie, avec mes peurs, mes doutes. J'ai commis des erreurs, cherché mon chemin. Tes grands-parents m'ont beaucoup aidée. Tu les as conquis dès le premier sourire. Et puis à mesure que tu grandissais, j'ai senti que je grandissais aussi. Tu agissais comme un révélateur. Tu me révélais dans ma plénitude de femme et de mère. J'ai découvert à travers toi la richesse que représente un enfant. Et peut-être parce que tu n'es pas venu à moi de manière naturelle, j'ai pu mesurer à quel point la vie humaine est un miracle. Tu m'as donné ce à quoi je n'avais pu encore accéder, le sens. J'ai compris qu'un enfant ne vient pas au monde pour nous prolonger, mais pour nous apprendre à naître, qu'il est en fait notre véritable géniteur. Grâce à toi, rien n'aura été plus fertile que ma stérilité. Les premiers temps, j'ai envoyé des nouvelles de toi, de nous, de l'endroit où nous vivions. Et puis après le départ de ton père, ça s'est espacé. Je me sentais coupable de cette défection. Coupable pour le couple que nous formions au moment de ton adoption. Dire la vérité était au-dessus de mes forces. Continuer d'écrire sans la révéler m'était impossible. J'ai donc choisi de me taire, de ne plus donner de nouvelles. Je soulageais ma conscience en me réfugiant derrière le fait qu'ils n'avaient jamais répondu. Sans doute préférait-il oublier, se tenir à l'écart de notre vie. Ou alors était-ce moi qui préférais qu'il en soit ainsi, sans même que ce soit conscient. Quelque chose de plus profond. Une angoisse primordiale. Et s'il m'abandonnait pour elle? Et si on venait me le chercher? Si la nature reprenait ses droits? Si les liens que nous avons tissés n'étaient pas aussi forts que ceux qui ressortent
de la maternité, ces liens qu'on dit indéfectibles et qui unissent les parents à leur progéniture. Tu as raison. Le moment est venu de renouer, de te confronter à ton passé originel, en espérant que la grand-mère sera toujours là. Je crois qu'elle serait fière du beau jeune homme que tu es devenu, comme je n'ai cessé d'être fière de toi. J'aurais encore beaucoup de choses à te confier, mais j'ai besoin de t'entendre en retour. J'ai plus envie de monter la garde sur ce chemin de ronde dans l'attente d'un signe qui ne vient pas. J'ai envie de te prendre contre moi, de sentir ta chaleur, d'entendre battre ton cœur. La première fois où je t'ai pris dans mes bras, l'image m'est venue de l'enfant qu'on pose sur le ventre de sa mère après l'accouchement. Alors je t'ai posé contre mon cœur et je lui ai demandé de s'ouvrir pour te recevoir. Une autre femme t'avait donné la vie. Et moi, j'allais m'efforcer de te donner l'amour, pourvu que tu veuilles bien l'accepter. Je te le redemande aujourd'hui. Veux-tu bien accepter mon amour ? Veux-tu bien que je franchisse cette ligne de discorde et que je te serre contre mon cœur ? Un tout petit signe me suffirait. Un accord de guitare, par exemple. La maison devient si belle, si lumineuse, si vivante lorsque tu joues de la guitare.